Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. En ce jour d'été où le soleil manque, pour certains, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'utilisation de l'argent en NBA. Donc du cap space, de la payroll et autres joyeusetés. Pour cela, à mes côtés aujourd'hui, pour m'accompagner, celui qui a été tout de suite partant sur le sujet, excusez-moi. Mon partenaire et maître sur les pastilles CBA, c'est Tom. Comment ça va, Tom, aujourd'hui? Ça va très bien, très bien. Maître, très grand titre, hein, écoute, hein. Vraiment, très grand titre, hein, qui Je, un peu je n'ai flatteur, mais pas osé, franchement, je n'ai pas osé dire senior site parce que tu es mon vas-y, déjà senior taillé. site. Non, mais content d'être là avec vous et puis content de pouvoir discuter. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble, nous trois, hein. C'est vrai, ça fait un petit moment. On a eu des petites vacances pour certains et d'autres non, mais en tout cas, voilà, on se retrouve aujourd'hui. Hmm. Notre deuxième participant aujourd'hui, si sujet l'inspirait moins que la Summer League d'OKC ou la signature de Jack White, nul Ouais. doute, nul doute que son avis n'en sera pas moins aiguisé comme une lame et pointu comme un couteau. C'est Constant. Ça va comment, Constant, aujourd'hui? Ça va, ça va. Le running gag Jack White, il va durer longtemps, j'ai l'impression. Ah, je pense. Mais non, mais après, expert de l'utilisation du salary cap, puisque c'est globalement ce qu'a fait Sam Presti ces 3 dernières années, à savoir jouer avec le salary cap. Donc, on connaît bien du côté de Casey comment manipuler le pouvoir de l'argent. Est-ce qu'un salary cap peut être tordre et de quelle manière il peut être tordre pour arriver à tes fins? C'est vrai qu'entre justement Tom qui connaît toutes les petites alinéas du CBA concernant le cap space, le payroll, toi avec OKC qui a pris l'habitude ces dernières années, et puis moi fan de Philly, donc on a des petites connaissances aussi sur le sujet. Je pense qu'on est pas mal aujourd'hui, on forme une belle équipe pour parler de ça. Mais avant de commencer, information très importante, le DH20 c'est parti, c'est bientôt. Et le classement des 20 meilleurs joueurs NBA sur la saison par Dunk Hebdo et par vous est lancé. Alors, vous m'écoutez, vous pouvez déjà voter pour votre classement qui sera pris en compte dans le classement final. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur Twitter, le Twitter de Dunk Hebdo, et vous faites vos meilleurs classements dans le questionnaire qui vous est proposé. On vous rappelle également de nous suivre évidemment sur les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, etc. Mais aussi sur YouTube, où je cite notre boss Ben, c'est notre avenir. Et donc n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un petit commentaire. Comme le disait le regretté Notorious Big, more money, more problem. Certaines équipes se posent plus la question que d'autres. En tout cas, il y a clairement différents types d'utilisation du cap. Et on va essayer de classer les franchises en tiers financiers. Tom, je te laisse commencer un petit peu sur le sujet. Bah, c'est vrai en fait que au début de chaque intersaison, tu as essentiellement quatre types d'équipes dans la NBA quand tu reprends la grille salariale de toutes les franchises. Tu vas avoir les équipes qui sont en dessous du cap, donc ce sont les équipes qui vont avoir du cap space qu'elles pourront utiliser sur des agents libres, pardon, plus la room exception. Ensuite, tu vas avoir les équipes qui sont au-dessus du cap, mais qui sont largement en dessous de la taxe. Par exemple, on sait qu'il y a environ une trentaine de millions, une petite trentaine de millions entre le cap et du coup la luxury tax. Donc, tu vas avoir des équipes qui sont entre les deux, qui vont être tentées de pouvoir soit signer des joueurs ou sinon utiliser, par exemple, la non-taxpayer mid-level dont on a discuté dans l'une de nos pastilles ciblées qu'on vous envoie à écouter. Et ensuite, tu vas avoir deux autres tiers où tu vas avoir les équipes qui sont considérées comme tax team, donc eux qui vont utiliser la taxpayer mid-level, donc qui sont proches de la prône ou qui s'apprêtent peut-être à la dépasser, de la première prône, et les autres qui sont au-dessus du coup de la première apron. Donc là, c'est vraiment les gros dépensiers. Si on prend des exemples, on va prendre par exemple les Suns, Golden State et aussi du coup les Los Angeles, les LA Clippers. Ouais. Tu as cité un peu tous les tiers possibles. Constant, dans des différents types d'utilisation du cap, toi, tu en connais quelque chose, par exemple, on en a parlé un petit peu avec OKC. Comment dire, comment les équipes doivent se positionner justement par rapport à leur cap en fonction de leurs objectifs, en quelque sorte, finalement? Ça dépend de comment tu veux, ça dépend de quels sont tes objectifs et de comment tu veux utiliser ton cap. Parce que une équipe en reconstruction,
tu as envie de te dire, il faut de la flexibilité financière, donc il faut du cap space. Sauf que déjà avec le nouveau CBA, il faut atteindre 90% du salary cap, ce qui n'était pas le cas les précédentes années, si tu veux. Avant le début de la saison. Avant le début de la saison. Tom qui vient rectifier. Avant le début de la saison, si tu veux pouvoir bénéficier des redistributions de la luxury tax, ce qui n'était pas le cas les autres années. Et on voit globalement, quand on analyse les salary cap des équipes cette année, je crois qu'ils sont tous au niveau des 90% du salary cap. Donc, il y a très peu d'équipes avec une énorme marge financière, aussi parce que les équipes de reconstruction ont fait certains mouvements pour arriver à ces 90%, en tout cas pour récupérer un petit peu de salaire. Ensuite, au niveau de l'utilisation, pour les équipes en reconstruction, c'est fluctuant, mais tu n'as globalement pas envie d'être une équipe qui paie la taxe si tu es une équipe en reconstruction. Ce qui était le cas notamment des Knicks dans les années 2000, qui était l'une des pires équipes NBA, tout en payant de la luxury tax. Encore les Knicks, ça, les beaux mouvements d'Isaiah Thomas. Par contre, si tu es une équipe contender et que tu veux te donner les moyens de tes ambitions, tu es obligé d'être une équipe dans la taxe. Coucou Josh Harris, qui va encore moins payer la taxe maintenant qu'il a dépensé plus de 6 milliards pour acheter les Commanders de Washington. Mais on est dans la taxe cette année, ça y est. Ouais, attends. Oui, mais pour l'instant, c'est pas fini. Pour l'instant, attends. Pour l'instant, attends la trade deadline. Le trade de James Harden n'a pas encore été effectué. Non, mais le simple fait, je coupe 2 secondes, mais le simple fait d'avoir signé Paul Reed et du coup d'avoir été dans la taxe pour ce move, déjà, ça m'a fait plaisir quand même. C'est-à-dire que dans une autre époque, on aurait lâché Paul Reed, tout simplement, on l'aurait laissé partir et il y aurait pas eu de problème. Donc c'est déjà bien. Et déjà, tu sens que le contrat de Paul Reed, il l'a signé avec beaucoup de réticence. Il a fait, vous êtes sûr vraiment qu'on doit le signer? Mais après, voilà. Pour le reste, pour les équipes qui sont dans cet entre-deux ou qui sont en cours de contending, enfin, qui sont pas loin, on the brink, je fais que des termes anglais, mais qui sont pas loin d'être contender, t'as peut-être pas envie d'être dans la taxe, mais il faut quand même que tu te donnes encore une fois les moyens de tes ambitions. Le salary cap, pour moi, ça permet de dissocier les équipes qui appliquent en réalité leur discours, notamment au niveau de la notion de contender. C'est-à-dire que tu as des équipes qui se considèrent comme contender, mais dans leurs moves, notamment la mid-level exception, on en reviendra peut-être après, ne font pas des moves de contender ou ne vont pas dans la taxe. Et tu as certaines équipes qui se donnent les moyens de leur ambition. Donc, niveau de l'utilisation de la taxe, pour moi, si tu es contender, tu dois être pas loin de la taxe ou dedans, voire même de la seconde apron, mais là, ça devient un peu plus complexe parce que c'est beaucoup plus pénalisant. Et pour les équipes en reconstruction, tu n'as pas envie d'être dans la taxe, mais en fonction de ce que tu fais, tu peux être au-dessus du salary cap si c'est sur des contrats à court terme, à savoir des contrats expirants ou avec 2 années restantes. Oui, c'est un peu l'idée justement de parfois de récupérer des contrats dits toxiques mais expirants pour justement récupérer des assets en même temps. C'est tout le loisir qu'ont ces équipes un peu en reconstruction qui n'ont pas d'objectif sportif disons à court et moyen terme, de pouvoir récupérer ces contrats et parfois même dans de rares cas, comme ça a pu être le cas récemment avec OKC, je vais encore prendre cet exemple, retaper le joueur et en récupérer à nouveau des assets. On a vu le cas avec Chris Paul à l'époque quand il a été tradé d'Houston à OKC, qui était un asset négatif au moment où il arrive à OKC et qui en repart comme un asset positif. Et ça a été le cas également avec Al Horford lorsqu'il est parti de Philadelphie. C'était un asset négatif grâce auquel vous aviez récupéré un pic aussi. Et il est parti en asset positif. Même Schroeder. Même Schroeder, ouais. Exactement. Mais c'était en échange de Carmelo Anthony, donc c'était vraiment toxique contre toxique. Mais disons qu'il n'y a que Kemba Walker dans les dernières années qui était un peu dans cette idée et qui n'a pas profité de la situation et qui nous rejoint en France, justement, Kemba, c'est l'info qu'on a eue récemment. Donc, toutes ces équipes, on va parler un petit peu justement des équipes plutôt dans l'esprit reconstruction, le cap space qui est utilisé justement pour générer des assets. Tom, tu avais un petit peu fait des listes avec des équipes un petit peu différentes, un petit peu avec des objectifs qui étaient, enfin pas des objectifs, mais des façons de faire qui étaient différentes. On va parler par exemple de la stratégie d'OKC et l'opposer à celle de Détroit par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah en fait cette saison OKC avait pas mal de cap space et il y avait vu que c'est une équipe qui a on va dire un noyau de jeunes et qui a montré pas mal de bonnes choses la saison dernière, ben il y avait quand même des projections et des attentes au niveau d'une certaine partie de la fanbase d'OKC, notamment pour aller récupérer des vétérans ou signer des joueurs, utiliser le cap space du coup pour se renforcer en allant signer un joueur en tant qu'agent libre.
ce que n'a pas fait du tout notre ami Presti, d'ailleurs qui a continué sa stratégie de l'année dernière et de l'année d'avant encore, c'est-à-dire récupérer des contrats pour récupérer des contrats notamment pour avoir du salary matching entre guillemets et récupérer utiliser son cap space aussi pour pouvoir récupérer des prospects pour ingérer aussi des futurs second choix de draft. Par exemple, on peut avoir on a eu le fait qu'OKC se soit greffé pour récupérer du coup Davis Bertans, qui est un contrat qui est un petit peu plus long, qu'ils ont récupéré aussi Oladipo, qui est un contrat, alors peut-être que ces joueurs-là seront coupés, hein, mais on ne sait pas. Il y a du coup Rudy Gay qu'ils ont récupéré des assets aussi, et entre-temps, ils ont quand même récupéré, par exemple, Ty Washington et Ousmane Garouba, qui, ne sont pas de gros salaires, mais voilà, la flexibilité leur a permis de pouvoir récupérer des joueurs qui seront pas forcément dans la rotation, mais ce sont quand même soit des salaires à échanger ou soit des prospects tentatifs, par exemple. Mm. Là où, par exemple, à l'inverse, par exemple, d'une équipe comme Détroit, elle a ciblé des joueurs qui n'étaient pas sur le marché et a proposé en fait de louer son cap space pour soulager l'équipe qui voulait se débarrasser de ces joueurs-là. Donc ce sont des joueurs qui, par exemple, dans le cas de leur autre équipe, étaient pesants même en étant de bons joueurs, mais du coup pour Détroit par exemple, ce sont des joueurs qui eux vont s'intégrer dans le projet et vont apporter quelque chose que Détroit manquait. Donc pour citer les joueurs, c'est Monte Morris et du coup Joe Harris. Voilà. Surtout que Détroit, l'an dernier, c'était une équipe qui manquait de playmaking au global, notamment avec l'absence de Cade et du coup qui a dû se farcir beaucoup de Jaden Ivey en premier porteur de balle et de Corey Joseph. Kylian Hayes aussi. Voilà. Kylian Hayes. C'est ça, et de Kylian Hayes aussi. Et du coup, c'est une équipe qui a quand même pas mal de d'intérieurs à potentiel. Et on connaît le niveau de guard play qui est important pour pouvoir développer des intérieurs. Donc du coup, c'est une arrivée logique. Et qui dit intérieur et qui dit playmaking, bah il te faut du shoot. Et c'est une équipe qui manquait également de shooting, notamment après le départ de Saddiq Bey. Donc du coup, ils ont pu compenser ça avec Joe Harris. Donc là, on voit vraiment le côté apport terrain, là où du côté OKC, c'est plutôt transactionnel. Oui, d'ailleurs, Détroit avait déjà un peu fonctionné comme ça l'année dernière déjà. Je pense au trade de Bogdanovic aussi, qui ne faisait plus sens à Utah, et c'était déjà un peu dans le même esprit de récupérer des joueurs qui te servent à construire et dans la construction de ton roster. Pareil, Bogdanovic t'apportait du shoot là où il y en a pas beaucoup du côté de Détroit. Et du coup, Détroit a l'air de fonctionner comme ça sur plusieurs années. OKC aussi, finalement. Peut-être que ça, j'ai envie de te lancer là-dessus, Constant. Je pense que ça vous a énervé un petit peu du côté de la fanbase d'OKC que ça continue encore. On pensait à être une autre étape du projet qui permettait de ne pas récupérer ces fameux contrats et peut-être de travailler un peu différemment. Qu'est-ce que t'en penses, Constant? Ah, je parlais d'OKC à Dunkebdo, c'est si rare. Non, mais ouais, un peu de frustration parce que déjà, bon, le récupérer Davis Bertans, c'est au soir de la draft. Tu as envie de monter pour un joueur, au lieu d'envoyer tes futurs assets avec des pics de draft, tu récupères le contrat de Davis Bertans. Bon, ça nous pose pas trop de problèmes. Parce qu'en plus, il te restait de la marge salariale, il te restait 17-18 millions de cap space. Donc tu te dis 17-18 millions, tu peux recruter un joueur de complément, pas un joueur énorme, mais surtout qu'il n'y en avait pas dans cette free agency, mais un joueur de complément type Grant Williams. Nasrid avait été prolongé juste avant, donc déjà ça avait un peu refroidi, mais on était dans ce range-là. Puis arrive le 1er juillet, 5h du matin, trade pour Victor Oladipo. Bon, ça, j'ai toujours pas compris quel était le rush, 5 heures après l'ouverture de la free agency, de récupérer les 9 millions de Victor Oladipo. Mais après, oui, c'est la stratégie de Sam Presti qui fait confiance à son groupe et qui s'est dit, je vais pas recruter de joueurs, hormis Vasilije Micic qui a bénéficié de la room, qui est une mid-level exception pour les équipes en dessous du cap. Si je ne dis pas de bêtises, Tom me corrige si je dis une erreur. Mais voilà, le Thunder est encore dans cette stratégie de on prend des contrats importants, mais des contrats expirants, puisque il n'y a que la player option de Davis Bertans qui est garantie à hauteur de 5 millions si tu le coupes maintenant l'an prochain, et qui est à 17 millions, et qui devient garanti s'il joue plus de 75% des matchs en régulière. Autant vous dire qu'il ne jouera pas plus de 75% des matchs en régulière. Mais voilà, Rudy Gay a déjà été coupé. Problématique d'OKC, c'est qu'il y a 20 joueurs sous contrat, sans compter Keontae Johnson qui est le two-way, donc il va falloir en couper 5. Donc potentiellement des joueurs comme Ty Washington, comme Ousmane Garouba peuvent être échangés de nouveau.
Mais là où ce qui est intéressant, c'est que effectivement, tu as récupéré des joueurs qui peuvent être des salary matchers pour un trade, mais c'est surtout, tu as récupéré, enfin, tu as échangé Ty Washington, Ousmane Garouba. Enfin, en plus de récupérer ces joueurs-là, avec toutes les transactions, Patty Mills, les pics qu'a fait Sam Presti, tu as récupéré 5 secondes tours. Et beaucoup, 5 secondes tours, ça te permet de récupérer un Jay Crowder. Voilà. Bienvenue à la trade deadline 2022. Mais après, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, dans cette stratégie, effectivement, de dire je fais confiance à mon groupe, je fais confiance au roster en l'état actuel, et j'utilise mon salary cap pour encore augmenter mon capital d'asset. Et peut-être, dans le cas de Davis Bertans, même si je pense qu'il sera coupé, à avoir du salary matcher pour cette saison ou pour la saison prochaine. Que, effectivement, Détroit, il y a plus ce côté... déjà, ils ont moins de talent. Je veux pas être méchant auprès des fans de Détroit, mais ils ont moins de talent qu'OKC. Ils ont moins de joueurs à fort potentiel. Et pour le cas de Joe Harris, ils avaient un vrai besoin à l'aile. J'avais fait la blague en sortie de draft, mais Détroit, c'était un peu le no forward build de challenge où vraiment il n'y avait pas d'ailier. Là, avec Joe Harris, Bogdanovic, défensivement, je demande quand même à voir parce que ça va être une belle passoire. Mais effectivement, pour une équipe qui était en manque cruel de shooting, Joe Harris, faut quand même pas oublier qu'il était à 42% l'an dernier à Brooklyn. C'était pas ça qui pêchait dans l'utilisation de Joe Harris à Brooklyn. Et puis du côté des Nets, ça permet aussi de récupérer une belle petite trade exception qui peut être utilisée peut-être pour un meneur de Portland. Mais voilà, deux cas de figure différents, mais qui sont aussi imposés, j'ai l'impression, par la différence de qualité dans l'effectif et la différence de potentiels profils qui peuvent être vraiment très bons dans la NBA d'ici quelques années. Tu as parlé un peu à l'instant des trade exception, on y reviendra un petit peu plus tard parce que c'est un sujet très intéressant aussi qui commence à se démocratiser, qui est beaucoup utilisé également. Là, on va rester sur les équipes qui avaient du cap un peu cet été et il y en a eu quelques-unes quand même, souvent des équipes qui ne jouaient pas non plus pour aller tout de suite en playoff, etc. Mais Tom nous a proposé un peu des petites oppositions comme ça et j'essaie de les suivre. Il y a Utah, par exemple, qui va chercher un bon joueur pour le coup, qui est John Collins, avec un gros contrat pour remplir un peu plus son cap. Et tu souhaitais l'opposer à une stratégie totalement différente, celle de San Antonio, qui, par exemple, va remplir un peu son cap avec des joueurs comme Reggie Bullock, comme Khem Birch, comme Cameron Payne, comme Cedi Osman. Donc, c'est très, très différent comme façon de procéder. On pourrait penser à travers ces moves qui ne sont pas à la même étape de la reconstruction, mais en réalité, on n'est pas si loin finalement. Donc, qu'est-ce qui fait la différence un peu, Tom ? Pour moi, il y a les deux choses qui font la différence, c'est le niveau du joueur déjà récupéré, et la deuxième chose, c'est le montant sur une pièce. C'est-à-dire que, on va dire que ce sont deux équipes qui sont qui sont pas au même stade de leur reconstruction, même si elles ont commencé à peu près au même moment, puisque les choses qu'elles ont récupérées quand elles se sont déconstruites sont totalement sont pas les mêmes. Enfin, Utah a pu récupérer énormément de choses en transférant du coup Donovan Mitchell et aussi Rudy Gobert, là où San Antonio n'a pas récupéré énormément quand ils ont transféré, enfin pas énormément. C'est déjà pas mal. Au sens du Jazz, par exemple. Pas énormément au sens du Jazz, par rapport au Jazz, par exemple, quand ils ont transféré DeMar DeRozan et aussi Jakob Poeltl et Dejounte Murray. Donc du coup, ce sont deux équipes qui sont à des stades différents, sachant que le Jazz a déjà montré de bonnes choses la saison dernière et qu'ils ont un roster déjà blindé. Ils ont déjà un roster blindé. Et du coup, comme Constant le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut opposer la notion de coup d'opportunité, comme Constant l'a bien dit tout à l'heure par rapport à John Collins, où voilà, c'est un bon joueur qui ne coûtait pas cher à récupérer. Du coup, ils l'ont récupéré et il fait sens aussi d'un point de vue terrain puisque il pourra aussi jouer ce fameux rôle de backup 5 dans cette équipe-là. C'est-à-dire qu'il peut jouer à l'aile, mais il peut avoir quelques minutes au relais de Walker Kessler, pardon. Là où par exemple San Antonio, les joueurs qui sont arrivés, c'est vraiment parce que c'est plus, les assets ont plus de valeur. Enfin, ceux qu'ils ont reçus en termes de pick de draft a plus de valeur que les joueurs en eux-mêmes. Ouais, après, Utah et San Antonio, enfin, sans trop rentrer dans un podcast reconstruction, mais ils sont à différents stades de reconstruction, mais oui. San Antonio a peut-être l'objectif ultime d'une reconstruction que n'a pas Utah. Mais l'effectif de Utah est meilleur que l'effectif de San Antonio.
Après, pour John Collins, moi, je trouve que c'est effectivement une opportunité où je pense pas qu'ils avaient spécialement des vues en se disant Danny Ainge s'est pas dit je veux John Collins, c'est juste s'est retrouvé disponible sur le marché comme à peu près chaque période de transfert ces 4 dernières années. Et ils se sont dit bon, on va le récupérer parce que là, il coûte vraiment peu. Son insertion dans le jeu du Jazz, j'attends quand même de voir parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer poste 3, poste 4. Que tu le fais débuter, est-ce que ça amène Lauri Markkanen en 3? Enfin bref, c'est un autre débat. Mais du côté du Jazz, effectivement, ils se sont dit on va ingérer une bonne partie de notre cap space sur un joueur, alors que les Spurs se sont dit on va ingérer une partie de notre cap space sur plusieurs joueurs, aussi parce que, comme l'a dit Tom, il y avait plus de trous à combler du côté des Spurs que du côté du Jazz. Reste à voir ce qui va se passer. Peut-être que du côté des Spurs, voilà, on entend le nom d'Evan Fournier revenir potentiellement du côté des Spurs, qui est un gros contrat, mais un contrat expirant. Voir comment ils peuvent réussir à aménager ça, puisque finalement les Spurs n'ont pas tant de cap space que ça, voire même plus du tout. Donc, deux stratégies différentes. Il y en a une qui a un peu bouché son cap avec plusieurs joueurs. J'attends de voir comment ça s'agence. Et il y en a une qui, effectivement, a eu cette opportunité de récupérer un joueur et qui a décidé d'ingérer tout son cap space sur ce joueur-là, mais qui, au global, est un meilleur joueur, qui a un contrat à plus longue durée aussi, mais qui est un meilleur joueur que n'importe quel joueur qui a été récupéré du côté des Spurs et qui coûtait vraiment pas cher. Je pense que clairement, quand on regarde un petit peu la stratégie de Danny Ainge, c'est la récupération d'assets, et quand je parle d'assets, je parle en l'occurrence de joueurs, c'est ce qui prime avant tout finalement. Puisqu'on a vu justement, c'est lui qui a fait cette offer sheet sur Paul Reed également, donc encore un intérieur. Donc c'est pas le problème d'empiler justement des intérieurs. Effectivement, John Collins, comme l'a dit Tom, peut faire sens dans le sens où il peut jouer 4, il peut avoir des minutes en 5. Le problème, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de monde, sachant que la draft, elle était sur ce qui s'apparente clairement un poste 4 et sur lequel tu as envie de miser justement. Et ta star actuelle, c'est un poste 4, c'est Lauri Markkanen, même si on peut l'imaginer en 3. C'est quand même, on le préfère dans cette position de 4. Donc on se dit, on voit que Danny Ainge, justement, lui, c'est, vu qu'on est en reconstruction, on est peut-être encore un peu trop fort de toute manière. On n'aura pas les meilleurs pics. Par contre, je récupère des assets et je vais avoir des bons joueurs dans mon effectif. Et s'il faut faire des trades à certains moments, s'il faut soit récupérer des pics, soit récupérer d'autres joueurs, j'aurai toute cette flexibilité. Et je trouve ça intéressant de la part de Ainge, qui s'est vite rendu compte qu'il ne pourrait pas tanker tant que ça avec le Jazz, même si on verra quand même l'année dernière, mais il me semble que l'équipe reste encore trop forte pour être dans les bas-fonds de la NBA actuellement. Donc c'est ce que j'ai trouvé intéressant du côté d'Utah. Du côté de San Antonio, j'ai l'impression qu'on se jauge un petit peu. Je pense qu'ils n'ont pas envie d'être trop forts tout de suite, mine de rien. Même si Victor espère lui aller très vite, très haut, je pense que cette saison, on va y aller doucement. On va développer au maximum. On va voir qui on garde dans le projet. Je pense que c'est cette fameuse stratégie du laboratoire, de voir quel joueur peut s'inscrire dans le projet que tu as envie de construire maintenant autour d'un joueur, autour de Victor Wembanyama, et donc de voir quel joueur tu veux garder, quel joueur tu auras comme asset à envoyer éventuellement pour récupérer un meilleur joueur et commencer à passer un cap ensuite. Il y avait d'autres équipes. C'est vrai que, tu vois, oui, sans couper par rapport à Utah, tu as aussi la notion d'alternative. C'est-à-dire que quand tu vois comment s'est déroulé le marché, s'ils n'avaient pas fait John Collins, qu'est-ce qu'ils signent pour montrer à 90%? Tout à fait. Tout à fait. Mais après, ouais, du coup, pour réagir peut-être sur San Antonio, du coup, pour contrebalancer Utah, ouais, San Antonio, c'est arrivé au KC, c'est ce que j'appelle les Hunger Games, quoi, ou les Battle Royale, mais le film, hein, pas Fortnite, où t'as plein de jeunes et au final, il va en rester que quelques-uns, une poignée d'élus. Et du côté du côté du Jazz, il y a beaucoup de jeunes aussi, mais ils ont quand même prolongé Jordan Clarkson. Enfin, ils ont un peu excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises où ils conservent des vétérans, mais en même temps, ils ont ajouté 3 joueurs à la draft cette année. Et du côté de San Antonio, t'avais déjà ajouté 3 joueurs lors de la précédente draft. On a ajouté 2, si je ne dis pas de bêtises. Bilal Koulibaly, Sidi Sissoko et Victor Wembanyama. Sachant que t'as Devin Vassell, que t'as prolongé Keldon Johnson, t'as Blake Wesley, enfin t'as déjà des jeunes. Alors après, on verra le niveau, mais t'as déjà des jeunes que t'as envie, en tout cas, de leur donner des répétitions. Donc, tu ne leur as pas trop barré le chemin avec des joueurs trop bons qui auraient pu leur prendre des minutes et qui auraient pu leur prendre des responsabilités, parce que le but reste quand même malgré tout de développer ces jeunes pour de futures années. Le but, c'est peut-être plus de les entourer et de les cadrer plutôt que de leur faire réellement barrage sur le parquet.
Il y a d'autres équipes qui avaient du cap cet été et on a déjà beaucoup parlé d'Houston dans un peu la même stratégie, même si c'est pas tout à fait la même chose. On retrouve Indiana. On est plutôt dans l'idée de signer des bons joueurs pour commencer à être un peu meilleur parce que du côté d'Indiana, je pense, on pense à raison qu'on peut pas être trop faible de toute manière avec un joueur comme Tyrese Haliburton et que du coup, il faut commencer à gagner des matchs et à construire quelque chose. En plus, on a déjà le coach depuis qui a déjà commencé avec cette équipe et tout. Houston, on en a parlé beaucoup chez Dunk Hebdo. On est certain à penser que c'était peut-être précipité. Tom, on t'a pas entendu justement sur Houston, donc je serais curieux de savoir. Je pense que tu étais un peu plus mesuré. Je serais curieux de savoir ce que tu penses des cas Houston et Indiana. Alors, moi, je trouve que, enfin, le seul truc qui est vraiment choquant, c'est la durée de Dylan Brooks en fait. Pour Houston, pour moi, c'est le seul truc qui est vraiment choquant. Même si on peut se dire que quand les jeunes seront bons, Dylan Brooks, ça peut être leur salary match du coup pour aller chercher un autre joueur. Là où Fred VanVleet, limite, je trouve que c'est trop court parce qu'en 2 ans, peut-être que la nouvelle génération de ball handlers qui risque d'être sur le marché, ben peut-être que ils seront arrivés du coup à court de l'argent et pourront pas utiliser l'argent de Fred VanVleet pour du coup matcher ce fameux initiateur qui serait mécontent quelque part dans un marché. Voilà. Mais sinon, moi, je trouve que par rapport à l'argent qu'ils avaient et par rapport au contexte de Houston, ça fait sens qu'ils utilisent leur cap space comme ça parce que, encore une fois, le proprio, le proprio, il va dire au GM, je veux des résultats. On a de l'argent. Le GM, il va dire, OK, si je veux garder mon poste, je dois renforcer l'équipe. Et pour renforcer l'équipe, il faut prendre des joueurs qui sont de niveau NBA. Ce qui avait pas, enfin, il y avait des joueurs de niveau NBA à Houston, mais en fait, l'ensemble ne faisait pas sens. Et du coup, je trouve ça entre guillemets logique, même si on peut débattre de la stratégie et de l'identification des joueurs. Je pense que tu vois, c'est vraiment le cas peut-être Brook Lopez qui les a flingués. Peut-être que s'ils avaient fait juste Fred VanVleet et Brook Lopez, on aurait regardé leur intersaison de façon totalement différente. Mais du coup, le fait de ne pas avoir pu faire Brook Lopez, du coup, ils se sont rabattus sur Dylan Brooks, ils ont été chercher d'autres personnes à l'intérieur. Mais au final, tu vois, l'équipe, elle fait beaucoup plus sens que l'équipe de l'an dernier. Il y a quand même de la place pour les prospects et potentiellement, ils ont des salary match si jamais ils doivent retaper leur roster l'année prochaine, par exemple. En fait, il y a le proprio et il y a le coach qui a dit je signe pas si vous me donnez pas une équipe compétitive aussi. Mais disons que Indiana, moi je les mettrais plus en parallèle d'Orlando aussi. On oublie qu'Orlando a quand même bien investi sur Joe Ingles. C'est deux équipes qui sont entre guillemets moyennes, ou en tout cas qui sont trop fortes pour tanker maintenant et pour être dans les bas-fonds. Ils se disent on va utiliser notre cap space pour entre guillemets surpayer ou en tout cas donner une valeur un contrat peut-être plus élevé que ce que le joueur valait réellement sur le marché, mais pour nous renforcer. Et encore, on peut faire une différenciation entre un joueur comme Bruce Brown et un joueur comme Joe Ingles qui sont pas du tout au même niveau. Mais il y a vraiment cette philosophie de on utilise notre cap space pour surpayer à court terme un joueur qui va nous rendre plus forts. Mais après, le cas de Houston, c'est peut-être l'utilisation du cap space. Bon, déjà, c'est eux qui avaient le plus gros cap space, mais c'est l'utilisation la plus urgente et alarmiste du cap space qu'on a pu voir cette saison, où c'est, effectivement, tu l'avais mis dans la trame, Tom, c'est une utilisation hyper agressive du cap space, où c'est vraiment, on essaye de combler nos trous via de la free agency, et pas via de la draft, et pas via du développement interne, de la patience, c'est via la free agency. Et effectivement, s'ils avaient, pour moi, franchement, je pense que Dylan Brooks plus Brook Lopez, j'aurais été plus satisfait que s'ils avaient fait Fred VanVleet plus Brook Lopez. Après, c'est parce que tu as aussi plus d'appétence par rapport à Thompson, je pense. Aussi, mais dans le sens où, pour moi, leur capacité, enfin leur manque de playmaking et leur manque de guard play se résolvait quelque part avec l'arrivée d'Amen Thompson. Là où leur manque de défenseur à l'aile était impossible à remplacer, hormis Tarizon, mais qui est plus un 4 que réellement un ailier. Et la défense, le manque de défense à l'intérieur et de backup 5, ou en tout cas de tir extérieur pour le pivot, tu peux pas remplacer ça avec Alperen Şengün, donc Brook Lopez, ça faisait plus sens. Mais voilà, c'est que un débat, on va pas revenir sur Houston. Mais en tout cas, au niveau de l'utilisation du cap space, c'est une utilisation agressive et un peu plus long terme que toutes les équipes dont on a parlé, puisque Fred VanVleet, c'est sur 2 ans, avec une team option sur la 3e, je pense pas qu'elle sera prise.
Et effectivement, Dillon Brooks, c'est sur 4 ans, sans aucune option, contrat dégressif. Donc, quand même, il y a une partie, il y a une utilisation du cap space où tu te dis, bon, on va le payer le prix fort cette année, mais d'ici 2, 3, 4 ans, ce contrat dégressif va nous permettre, au moment où on devra payer nos jeunes joueurs, de ne pas être trop embêtés, ou effectivement, comme l'a dit Tom, Dillon Brooks peut être effectivement un salary filler ou un salary matcher dans un trade. Donc, du côté de Houston, c'est pas alarmiste, mais c'est l'utilisation la plus agressive du cap space qu'on a vu. Et ces dernières années, j'ai pas souvenir d'une équipe qui a eu autant de cap space et qui l'a utilisé de manière aussi agressive. Peut-être Détroit, New York, je pense moi à New York. j'aurais dit New York, tu vois, quand ils font Randle, Portis, il y avait qui encore? Il y avait Elfrid Payton. Elfrid Payton, Taj Gibson. Je crois ils signent plein de postes 4 à un moment. C'est l'été 2019. Voilà, C'était 2019, donc c'est le changement de paradigme. Tu n'as pas eu Kyrie Irving et Kevin Durant, tu prends Julius Randle et Bobby Portis. Mais mais après, j'ai souvenir je crois que Détroit, l'intersaison 2020, donc après la bulle, ils avaient beaucoup de cap space puisque c'est le moment où ils signent Nerlens Noel, où ils signent Mason Plumlee. Mais ils n'avaient pas 60 millions de cap space comme ont pu avoir les Rockets. Une équipe avec autant de cap space, c'est très peu arrivé ces dernières années, du fait aussi que au niveau des cycles, c'est un peu cadenassé en NBA. En tout cas, tu n'as pas eu de révolution comme tu as pu avoir une révolution lors de l'été 2019. Ouais, pour revenir un peu, même si on en parle beaucoup, mais pour revenir sur Houston très rapidement, par rapport à ce que tu disais, Tom, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf un truc, et pour moi, c'est ça le nœud du problème, c'est que tu dis, il reste de la place pour les prospects. Moi, je trouve que justement, il manque de place quand même pour les prospects, surtout ceux que tu viens de drafter. Et ceux que tu as draftés récemment. C'est ce qui me gêne le plus, en fait, dans toute cette histoire. En dehors de ça, je comprends qu'il faut utiliser le cap space, évidemment, et je comprends qu'il y a aussi des choses dont le responsable peut s'appeler le propriétaire qui a décidé si. Et justement, tu parlais de Udoka qui est exigé une bonne équipe, on va dire une équipe plancher en venant à Houston. C'est le choix du propriétaire de prendre un coach qui veut justement jouer aussi plancher. Donc tout part du proprio finalement. Donc on peut leur en vouloir, mais si le proprio prend ses décisions, c'est les décisions qui doit prendre et qu'il a décidé de prendre. En fait, sur Indiana, oui, vas-y. Excuse-moi, je rebondis sur Houston parce que si on prend encore une fois la notion de cap space, c'est une équipe qui a eu du cap space déjà l'été dernier. Et qui ne l'a pas utilisé comme l'a utilisé OKC pour récupérer des contrats toxiques en échange de pics de draft. Sauf que c'est une problématique où ils ont pas fait ça. Et du coup, ils se retrouvent avec une équipe moyenne. Du coup, le proprio dit, bon, j'en ai marre. Du coup, on change complètement de paradigme au lieu d'être patient parce que l'équipe était trop mauvaise ces 3 dernières années. Du coup, là, on a du cap space, on va l'utiliser agressivement sur des free agents. Ce qui n'a pas été le cas sur d'autres équipes où soit elles ont été bonnes suffisamment rapidement comme OKC pour ne pas avoir à faire ce genre de mouvement, soit elles misent sur la patience et sur le développement de leurs jeunes, comme c'est le cas à Indiana ou comme c'est le cas à Orlando. Alors que Houston, finalement, quand ils avaient du cap space et qu'ils n'étaient pas attractifs sur le marché des agents libres, ils ne l'ont pas utilisé, ils ne se sont pas servis de ce cap space pour récupérer des contrats toxiques en échange de pics de draft. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse différence, ça confirme la parenthèse de Houston puisqu'on doit avancer, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence quand tu prends ces 3 équipes-là, Constant, entre le joueur identifié qui va te mener à ton futur, avec Tyrese Haliburton et chez Gilgeous-Alexander d'un côté, et de l'autre côté, on ne sait pas encore qui. Mais à Orlando, on ne sait pas encore qui, et pourtant, ça les empêche pas d'être un peu plus agressifs, notamment avec Joe Ingles. Oui, disons qu'à Orlando, ils en ont 2 sur lesquels ils peuvent imaginer. Un peu plus, on va dire. Et ils ont plein de pièces en l'air. Oui. C'est intéressant parce que là, ça nous offre une transition assez facile en fait, parce que Houston avait du cap, l'a mis au final parmi les meilleurs joueurs qui étaient disponibles à la free agency finalement. Donc c'est ça la grande question et le grand changement en fait de paradigme, c'est qu'aujourd'hui à la free agency, les stars n'y vont plus tout simplement avec du cap space. Donc c'est aussi un peu pour ça qu'on a voulu faire ce podcast, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui se disent ouais on va accumuler du cap justement, on va essayer d'avoir un maximum de cap space pour la prochaine free agency. Mais depuis quand il n'y a plus de gros joueurs à la free agency, en tout cas depuis 2019 et le fameux grand été, on a l'impression qu'il y en a de moins en moins et que chaque année c'est
prendre le meilleur disponible, mais qui n'est pas forcément une star. Il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, avec le cap space, on va chercher des role players, tout simplement. Et c'est via les trades ou les sign and trade qu'on va récupérer des stars finalement. Tom, on est d'accord là-dessus justement. Oui, totalement d'accord. Après, on peut mettre par exemple en exception le cas de Jalen Brunson, qui est malgré tout devenu une star et qui a été récupéré du coup en échange de cap space, qui a signé en tant qu'agent libre du coup à New York l'an dernier et qui est devenu cette saison une star. C'est pas une superstar, mais pour moi Jalen Brunson cette saison ça a été une star et pourtant c'est l'un des meilleurs joueurs. Enfin, il a fait l'une des meilleures saisons, je pense, pour un joueur de New York sur les 5-10 dernières années. Facilement, 20, je pense. 20. 20, tu vois. pas loin. 20. Voilà. Donc, et c'est marrant par rapport à New York, puisque on peut mettre aussi, tu vois, peut-être le cas de Julius Randle, puisque eux aussi s'étaient manqués à l'été 2019. Ils avaient récupéré Julius Randle, pardon, avec une partie du cap space. Et au final, Julius Randle, depuis, il a été 2 fois All-NBA. Donc, voilà. Donc, eux, ils ont quand même de la chance quand ils utilisent leur cap space. Mais c'est vrai que la plupart des joueurs ne vont plus sur le marché tout simplement parce qu'ils n'ont plus à y aller. Pour moi, il y a 2 raisons pour ça. La première raison, c'est que aujourd'hui, la plupart des superstars NBA ou des joueurs max ont des contrats qui sont de nouveau indexés sur le cap. C'est-à-dire que après l'été 2016, il y a pas mal de stars qui ont peut-être été restés coincés sur des anciens contrats et n'ont pas pu se réindexer. Et quand tu es coincé sur un contrat, ça fait moins sens. On vous envoie encore une fois à la pastille sur les extensions. Ça fait moins sens on va dire d'aller signer une extension là où ton contrat est indexé sur un ancien cap. Vaut mieux que tu retournes sur le marché, prendre la valeur du marché et de la valeur du marché après pouvoir avoir des extensions quand le salary cap augmente moins. Plus le salary cap va augmenter brutalement, ben plus tu auras des joueurs qui vont s'indexer, qui vont attendre la free agency pour signer de nouveaux contrats et se réindexer sur la valeur du marché. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les joueurs se sont réindexés sur le marché vers 2019-2020. Et ce qui s'est passé, c'est que le salary cap a augmenté moins vite que les années précédentes. Donc là, il y a une augmentation brutale du salary cap, enfin brutale. Il y a une augmentation là sur les 2 dernières années du salary cap, mais avant ça, le salary cap, il avait augmenté de moins de 8% à peu près. Et 8%, pourquoi je prends 8%? Parce que c'est le montant de l'augmentation annuelle que tu signes quand tu as des contrats, où tu peux avoir par exemple du 5% quand c'est dans le cadre d'un sign and trade. Et en fait, globalement, on va plus avoir des stars qui vont signer maintenant des extensions à partir du coup de ces contrats-là, tout simplement parce que leur contrat actuel est déjà assez haut pour pouvoir avoir le montant maximum sans avoir à aller sur le marché. Et c'est pour ça que le marché est un petit peu bloqué. Voilà, pour moi, ce sont les 2 raisons. Enfin, la première raison, c'était ça. Et la deuxième raison, c'est que la plupart des stars qui ont bougé à l'été 2019 sont des endroits où ils ont choisi d'aller. Et du coup, ils ont plus besoin de bouger puisque on sait que généralement, le 3e et le 4e contrat d'un joueur NBA, tu sais vraiment ce que le joueur veut. Là où le premier contrat, ça va être ton contrat rookie et le deuxième contrat, ça va être ton extension. Et à moins d'être de prendre la qualifying, tu vois, la qualifying offer, on sait pas ce que tu veux. Et puis la franchise, si elle te veut, elle te match ou elle te propose de l'argent pour rester. Mais à partir du moment où tu as ton premier contrat où tu es agent libre, non restreint, non sans restriction, ben du coup, tu peux choisir où tu veux aller, ou tu peux choisir de prendre l'argent où tu veux et t'envoyer quelque part ensuite. Donc du coup, ça a changé un peu. Ça, pour moi, ce sont les 2 grosses raisons qui expliquent le fait que on récupère plus de stars à la free agency et pourquoi les stars ne sont plus sur le marché. Tu parlais, Amine, du fait qu'il n'y avait plus les stars sur la free agency. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de role players en fait aussi sur la free agency. Il y a de plus en plus de contrats long terme qui sont signés. Enfin, moi, je me souviens de la génération des 1+1, à savoir KD, LeBron, où c'était chaque été une année player option, plus une année, enfin une année de contrat plus une année player option. L'été de 2019 est venu un petit peu redistribuer les cartes, et je pense aussi que l'absence de stars à la free agency peut s'expliquer par le fait que les franchises ont de plus en plus peur de perdre leur superstar contre rien. Et du coup, ces joueurs-là, qui, il y a de ça quelques années, auraient peut-être été allés jusqu'à la free agency, quand ils arrivent à 1 an de contrat, sont échangés pour pouvoir récupérer des assets. Ça peut s'expliquer par ça, par le fait que des franchises se disent non, on va pas prendre le risque de voir le joueur faire
ou entrer à la free agency au risque de le perdre contre rien du tout. Donc, on va préférer l'échanger. La seule exception notable pour l'instant, à voir comment ça se goupille, c'est Toronto. Ils sont prêts à tenter le pari de voir Pascal Siakam et OG Anunoby devenir free agent et potentiellement les perdre contre rien, ce qui est arrivé aussi avec Fred VanVleet d'ailleurs, plutôt que de les échanger et de récupérer des assets. Et pourquoi les stars sont plus là? Effectivement, ils sont dans la destination, comme l'a dit Tom, et aussi ils s'engagent plus sur la durée. Enfin, ça revient sur le 1+1 que j'ai dit, mais quelle superstar aujourd'hui si elle prolonge pas ou si elle signe pas, n'est pas sur 3 ou 4 ans? Vous regardez des deals comme Kyrie Irving, on est sur du deal de 3 ou 4 ans. Ils peuvent être échangés après, mais en tout cas, c'est des contrats longue durée qui font qu'ils vont pas atteindre la free agency avant un sacré paquet de temps. Et un autre point qu'on peut expliquer pour moi aussi, c'est que il y a plus d'extensions en cours de saison ou avant le début de la saison qu'il y a plusieurs années de cela. Et les rookie extensions, enfin les extensions de contrat rookie, les GM me semblent être plus disposés à les donner en fin de 3e année, surtout là avec le nouveau CBA et le fait que tu peux rajouter une 5e année même si tu n'es pas au max, qu'il y a de ça quelques années. Donc, finalement, on est plus dans un jeu de l'extension et du trade que dans un jeu de free agency pour l'instant. Ouais, il y avait un exemple aussi assez récent finalement, en tout cas assez récent dans le trade, très récent dans le trade, c'est le fameux contrat qu'a signé Bradley Beal à Washington. On savait tous que Bradley Beal, lui, nous a dit qu'il voulait faire sa vie à Washington à cette époque-là. Néanmoins, on savait tous que ce contrat ne signifiait pas qu'il allait faire toute sa carrière là-bas, même s'il avait réussi en plus à inclure cette no trade clause qui lui a permis de choisir en fait sa destination. Mais à partir du moment où il a pu sécuriser l'argent finalement, il l'a fait et c'était pas un problème de partir. Et quand on voit en plus la contrepartie finalement, c'est les front office qui doivent réfléchir à donner parfois ce genre de contrat parce que quand le contrat est beaucoup trop élevé, tu n'en tires pas forcément grand-chose, en tout cas quand le joueur est pas au niveau du DH20, on va dire, pour quelque chose qui va arriver bientôt dans nos podcasts. Il y a un autre paradigme qui me semble important à préciser, c'est que avoir du cap space, c'est pas intéressant pour toutes les équipes contenders, parce que avoir du cap space quand tu es certaines équipes qui a déjà une équipe compétitive, comment dire, tu n'as pas forcément l'habitude, en tout cas, d'aller chercher les plus grosses stars sur le marché. Et en dehors de quelques équipes qui, peu importe le niveau de l'équipe, en fonction de la ville où elles sont, parfois on pense aux deux villes de Los Angeles et New York, même si on a pu voir que New York, ça pouvait être un problème justement avec l'arrivée de Brooklyn sur le marché. Parfois, dans la majeure, c'est pas parfois, mais c'est dans la majeure partie des cas, garder une payroll élevée est la meilleure solution pour un contender de le rester parce que tu gardes justement un maximum d'assets à envoyer dans des trades ou dans d'autres manières pour pouvoir t'ajuster au maximum. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Ben, tu vois, Constant l'a évoqué tout à l'heure avec la notion de signature d'extension, ben, tu fais bouger l'argent. C'est-à-dire que plutôt que risquer de perdre un joueur contre rien, tu vas préférer signer le joueur un peu comme ce qu'Atlanta a fait. Parce que Atlanta, avant qu'il re-signe par exemple John Collins, il y avait déjà des rumeurs de transfert. Indiana pour Miles Turner, avant qu'il soit re-signé, il y avait aussi des rumeurs de transfert. Mais du coup, tu t'es dit que tu veux pas perdre le joueur contre rien. Donc, tu préfères avoir le contrat que tu pourras bouger pour quelque chose qui va t'aider plus tard. Donc, parfois, ça peut arriver du coup en re-signant le joueur sur un contrat, ou sinon ça peut arriver en négociant un échange quand le joueur est à l'agent libre pour bénéficier d'une TPE, d'une Trade Player Exception, dont on a pas mal entendu parler ces 3-4 dernières années. Je pense que la première qui me vient, la première très grosse qui me revient en tête, ça va être celle de Gordon Hayward quand il est passé de Boston du coup à Charlotte. Il y a OKC qui en avait une très grosse aussi, je crois c'est 26 millions, quelque chose comme ça. C'est je sais plus qui c'est. Mais oui, il y en avait, enfin, il y avait des grosses trade exceptions à OKC, mais ça me précise, on n'a jamais rien fait, donc. Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut savoir que si on revient par exemple à cette notion de cap space, si tu veux pouvoir utiliser ton cap space, tu dois renoncer à tes trade exceptions. Sauf que ça ne fait pas sens dans le cas d'une équipe de contender, d'une équipe qui est au-dessus du cap, tout simplement parce que tu veux garder ton payroll le plus haut possible, puisque les bons joueurs, ça coûte cher. Il faut pouvoir matcher aussi le salaire de ces bons joueurs. Donc, tu as tout intérêt à avoir un joueur qui a un bon salaire pour matcher un autre,
tout simplement parce que tu ne veux pas non plus t'appauvrir. Si tu fais un deal, par exemple, 4 contre 1, alors oui, peut-être que le 1, c'est énorme ce qu'il va t'apporter, mais tu as quand même perdu 4 que tu vas peut-être devoir remplacer par des joueurs au minimum. Et puis, autre raison pour laquelle c'est important, on reprend, tu vois, par exemple, le cas de Fred VanVleet. Il est parti de Toronto qui était au-dessus du salary cap. Ben, la seule chose qu'ils ont pu faire pour le remplacer, c'est utiliser la mid-level. Donc, en gros, tu as un joueur qui va toucher à peu près 40 millions que tu remplaces par un joueur qui va toucher 12 millions parce que tu peux pas lui proposer plus. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour certains contenders, enfin pour la plupart des contenders, de pouvoir garder l'argent, de faire bouger l'argent. Et s'ils ne peuvent pas garder le joueur, au moins de générer une trade exception pour pouvoir récupérer un autre joueur, ce qui a été par exemple le cas des Warriors, qui eux, non seulement ont été les gagnants de l'été 2016 en signant le meilleur joueur. Tu crois qu'ils sont les gagnants de l'été 2016? Moi, j'aurais plus dit les Lakers avec Mozgov et Lou Holding. Ils ont signé, par exemple, voilà, ils ont signé le meilleur joueur qui était disponible sur le marché. Sauf que quand son contrat est arrivé à son terme et quand il est parti, ben ils l'ont pas perdu contre rien. Ils ont fait bouger l'argent, ont récupéré D'Angelo Russell, et D'Angelo Russell leur a permis de récupérer Jonathan Kuminga et aussi du coup Andrew Wiggins. Ouais, Wiggins. Et Wiggins qui est quelqu'un qui était important en fait dans le titre qu'ils ont eu juste après. Donc tout ça, c'est s'il n'y avait pas eu l'été 2016 et ils n'avaient pas été ingénieux pour générer si par exemple Kevin Durant était parti entre guillemets contre rien, ingénieux, une fois il était arrivé aux Nets, bah du coup c'est quelque chose qu'ils auraient pas pu faire. Et au final, bah potentiellement ils n'auraient pas eu de titre. Et peut-être qu'on parlerait de cette équipe-là différemment aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple d'une équipe qui est tombée dans le piège d'une équipe contender qui est tombée dans le piège du cap space et qui s'est mangé, qui s'en est pas relevé pendant des années. Je vais prendre le cas de Dallas. Dallas, quand ils sont champions en 2011, qu'est-ce que fait Mark Cuban? Il se dit l'été prochain, il y a une flopée de free agents, notamment, j'aime pas dire des termes anglais, mais headliné, notamment, dans le rôle principal, Dwight Howard. Il s'est dit, je vais bouger une grande partie de mon effectif qui a été champion 2 mois avant pour privilégier l'été 2012 et le cap space. Ils ont signé personne globalement l'été 2012 et ils se font sweeper au premier tour par OKC. Voilà, on a parlé un peu de trucs négatifs, parlons de trucs positifs pour OKC, mais c'est une équipe qui est tombée effectivement dans ce piège du cap space. Une équipe comme New York par exemple, l'été 2019, bon, de la chance parce que Julius Randle est devenu un All-NBA, mais les signatures qu'ils font à l'été 2019, ça ressemble plus à des troisièmes options dans leur shortlist, enfin dans leur liste, des options vraiment de dire mince, en fait, on n'a pas eu les joueurs qu'on voulait, bah on va signer des joueurs parce que on va quand même utiliser notre cap space plutôt qu'une construction réellement réfléchie. Donc, sachant qu'ils ont quand même échangé dans le tas, ils ont quand même échangé un All-Star en la présence de Kristaps Porzingis, ce qui finalement ils sont bien retombés sur leurs pieds avec le niveau de Julius Randle. Et après, effectivement, comme l'a dit Tom, si t'es contender, bah, même la perte d'un joueur te fait pas passer en fait en dessous du cap space ou ne te donne pas suffisamment de cap space pour pouvoir compenser la perte du joueur. Et effectivement, le cas de Toronto, tu as effectivement ce problème-là. J'ai pas d'autres équipes en tête qui auraient perdu un gros joueur en tant que free agent récemment et qui n'a pas pu retomber sur leurs pieds. Dallas, mais Dallas avec Jalen Brunson, effectivement, mais est-ce que c'était plus une perte que réellement libéré du cap space puisque le contrat de Brunson était peu élevé? Oui. Donc, c'est différent. Mais effectivement, il y a cette notion de se dire, ok, tu vas perdre un joueur, ça va te libérer ou ça va un peu alléger ta masse salariale, mais pas suffisamment, en fait, pour pouvoir compenser la perte du joueur. Et tu te retrouves souvent avec un joueur moins cher, mais du coup moins bon que ce que tu as perdu. Et pour finalement peu de différence, puisque la plupart des équipes ne sont pas dans la taxe. C'est juste une équipe qui, avant, était pas loin de la taxe et au-dessus du cap, à une équipe qui est au-dessus du cap, moins loin de la taxe, mais intrinsèquement moins bonne. Ouais, voilà. Moi, justement, j'aimerais apporter un exemple qui n'est pas encore arrivé, mais dont on parle beaucoup. C'est ce qui m'a donné un peu l'envie de parler un peu justement de cette notion de payroll et de faire bouger l'argent, comme l'a si bien dit Tom. C'est le cas de Philadelphie, justement, qui
dans certains fantasmes et même dans le discours de certains insiders qui disent que ça pourrait être le projet. Le fait que James Harden prenne sa player option du coup et demande son trade, il y a un fantasme autour du fait que tu libérais le cap donc de la dernière année de contrat de Tobias Harris et de James Harden et que tu te retrouverais pour le coup avec un contender qui aurait du cap, puisque tu n'as pas aussi donné l'extension tout de suite à Tyrese Maxey et que tu pourrais attendre aussi pour lui donner. Et du coup, tu te retrouverais avec un contender avec du cap. Et moi, la question que j'ai envie de poser, que même dans ce cas où tu as vraiment du cap, à quoi ça sert? Déjà, quels sont les free agents qui seront disponibles l'année prochaine? Et en plus de ça, est-ce que tu as l'habitude d'attirer des free agents intéressants du côté de Philadelphie? C'est des vraies questions. Et moi, je trouve que l'idée, j'ai du mal à croire que Daryl Morey puisse avoir cette idée parce que je pense qu'il a conscience qu'il n'arrivera pas à grand chose. D'ailleurs, lui-même, quand il a commencé à parler du trade de James Harden, il avait parlé de récupérer au minimum une trade exception. Ça va dans ce sens, justement, où tu veux quand même garder la possibilité d'avoir cet argent pour t'en servir éventuellement, même si tu n'as pas d'autres assets. En tout cas, tu veux pas rester sans cet argent dans ton cap space. Et à contrario, on voit l'exemple des Cavs, qui, eux, n'ont pas hésité à prolonger Caris LeVert, qui ne s'inscrit pas forcément dans le projet, mais en tout cas, tu gardes cet argent dans ta payroll, tu gardes une payroll élevée parce que tu sais que tu veux être compétitif et que du coup, tu as besoin... C'est aussi là où il faut comprendre peut-être que des fois, les moves qui sont faits par les équipes ne sont pas que des moves. Ce joueur, on y croit dur comme fer. Des fois, il faut conserver de l'argent aussi dans ta banque pour pouvoir faire des moves plus tard. Donc, je trouvais que les deux exemples s'opposaient bien justement et je sais pas ce que vous en pensez. Bah en fait, la problématique des Sixers, c'est que équipe contender avec du cap space, mais si t'as plus Tyrese Maxey, si t'as plus James Harden, si t'as plus Tobias Harris, si t'as plus DeAnthony Melton, bah, est-ce que t'es vraiment une équipe contender quoi? Que si on regarde effectivement les joueurs sous contrat du côté de Philly la saison prochaine, il y a Joel Embiid, 51 millions. Donc ça fait déjà 36% du cap space. Il y a une player option de PJ Tucker à 11,5 millions. Est-ce que vous croyez qu'il va la prendre? Voilà, hein, je voudrais pas trop m'avancer, mais il y a de fortes probabilités. Donc tu es déjà à 62 millions. Ensuite, tu as Paul Reed. Bon, Paul Reed qui n'est pas garanti. Et le reste, c'est Jalen Springer et Philippe Petrousev. Voilà. Donc, tu fais pas une équipe contender avec ça. Paul Reed pas garanti, il suffit de faire un premier tour de playoff, il me semble. Donc, avec l'équipe que tu as. Attends. Non, je plaisante. Faut que tu sois au deuxième tour pour garantir. S'il gagne le premier tour. Voilà, c'est ça. S'il gagne notre premier tour, il est garanti. Ouais, attendons quand même. Il y a des chances que ça. Je dis pas que ça va arriver, mais il y a des chances que ça arrive quand même. Attendons la santé de Joel Embiid. Mais du coup, si tu ajoutes les 7 millions de Paul Reed, tu es déjà à 70 millions de cap space, donc tu vas avoir, selon les prévisions, entre 65 et 75 millions, à peu près. Et encore. Et c'est le moment où on risque potentiellement de perdre des auditeurs, puisque là, on compte pas potentiellement les capoles de Tyrese Maxey. Tout à fait. Et on compte pas non plus les empty charges pour les rosters spot vides. Oui, tout à fait. Et on compte pas non plus le capole de DeAnthony Melton aussi, qui est à plus. Si jamais tu veux le re-signer. Donc, voilà. Enfin. Donc là, ça rend vraiment compliqué pour Philly. Et en plus, c'est très rare, en fait, parce que dans l'objectif de Philly, l'idée, ce serait, par exemple, d'avoir du cap space pendant, par exemple, une intersaison et ensuite de remonter au niveau, proche de la taxe. Mais ça arrive très rarement. La dernière équipe qui a fait ça sont les Cavs quand ils font arriver, je crois, Kevin Love. Quand ils font arriver Kevin Love, sont les Cavs, en fait, où ils récupèrent LeBron James via le cap space, ils récupèrent LeBron James via le cap space, et comme ils ont du coup Tristan Thompson, ils ont les capoles de Tristan Thompson plus de Kyrie Irving, donc ils utilisent le cap space, ils utilisent ils utilisent tout ce qu'il faut pour toutes les autres exceptions liées au cap space, donc ça avec la room il avait utilisé sur un joueur et tout ça, et ensuite une fois qu'ils ont fait tout ça, ils prolongent du coup Kyrie Irving et Tristan Thompson, et ils arrivent au-dessus de la taxe. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est partie avec du cap space et qui finit l'intersaison au-dessus de la taxe. Sachant qu'il y a ça, c'est très rare. Il y a, en cours de saison, il y a le trade pour Schumpert et pour J.R. Smith aussi, qui vient alourdir leur période. C'est ça. Mais après, pour conclure sur Philly, au niveau de la stratégie, en fait, quels sont les free agents
lors de la QV de Free Agent 2024 qui vont te permettre vraiment de faire ça ou de faire que ton effectif va être meilleur en renforçant ses joueurs. Moi, j'en vois pas. J'ajouterais même, j'en vois pas. Et s'il y en avait, je suis pas sûr qu'il signerait à Philly. Donc c'est vraiment, ça démontre que, quand même, hein, c'est pas la première destination où tu vas aller, Non, mais tu vas aller en tant que FA. Ouais, Surtout que maintenant, pardon. justement, t'as le, ce qui peut se faire de plus en plus, le sign and trade, même si ça a aussi ses inconvénients parce que ça te limite, tu préféreras peut-être aller dans une autre franchise qui activera cette option du sign and trade plutôt que d'aller à Philadelphie. Mais dans le sens, je disais ça dans le sens où parmi les équipes qui auront du cap space l'été prochain, si jamais Oui. Philly décide d'aller dans cette optique, Philly sera certainement l'équipe Oui. la plus attractive pour un joueur de qualité, hormis si une équipe comme OKC fait, je sais pas, demi-finale de conf, ou si Philly fait vraiment une saison pas très bonne. Mais effectivement, je pense que Daryl Morey a tout intérêt de rester dans cette optique de on garde les joueurs en fait en tant que tels parce que selon moi, faire le tri dans l'effectif ne te permettra pas d'être meilleur que ce que tu es déjà actuellement. Après, par rapport à ce qu'on a dit en début de podcast, peut-être que c'est pas au niveau de la liste des agents libres qu'il faut regarder, mais peut-être des joueurs qui sont peut-être mécontents dans des équipes qui ont un haut payroll, par exemple. Ou Philly pourrait essayer d'extraire un asset d'une équipe qui est très haut au niveau payroll et utiliser son cap space pour ça et pas forcément aller sur le marché comme l'a fait Houston ou Indiana. Mais c'est vrai que ça donne une perspective en plus, mais c'est vrai que de là où ils partent, limite s'ils font ce move là, t'es plus inquiet de te dire qu'est-ce qui se passe au niveau de Joel Embiid du coup? Est-ce que le prochain move c'est pas ça? Plutôt que te dire ok, ils vont réussir ils vont réussir à trouver assez de joueurs pour entourer Joel Embiid sur les 2 prochaines saisons, quoi. C'est surtout que la problématique de Philly, c'est que si jamais ils ont du cap space, faudrait qu'ils aient un scénario à la John Collins avec une équipe vendeuse, parce que si jamais ils veulent récupérer un joueur fort, ils peuvent pas puisqu'ils ont déjà cramé une bonne partie de leur tour de draft pour le trade de James Harden. Donc ils auraient du cap space, mais ils n'auraient pas les assets pour récupérer le joueur. Alors que tu aurais des équipes qui auraient des trade exceptions humaines et qui pourraient avoir les assets pour récupérer le joueur. Donc, c'est ça. Il faudrait un scénario, effectivement, à la John Collins où, avec le nouveau CBA, il y a des équipes qui se disent, en fait, on est contraint par le nouveau CBA peut-être à décharger un peu de salaire et du coup à se retrouver vendeur à bas prix d'un joueur. Mais si c'est pour un joueur mécontent, Philly aura le cap space, mais d'autres équipes auront, entre guillemets, le cap space avec les joueurs, en tout cas le salary matcher, plus les assets, ce qui n'est pas le cas de Philadelphie. Tout à fait. J'ajouterais même une petite chose, c'est que Philly, son meilleur joueur, n'est pas un initiateur élite, et que du coup, celui que tu iras chercher sera probablement un initiateur, pas forcément élite, mais en tout cas, tu iras chercher un initiateur très certainement, et du coup, ça coûte plus cher, et c'est pas si facile que ça à obtenir en termes d'assets. Du coup, on est d'accord qu'en fait, ce qui paraît le scénario idéal, dans ce cas en l'occurrence, c'est que cet argent bouge et que Tobias Harris et James Harden soient tradés, même si les assets récupérés ne sont pas à hauteur de ce que tu pouvais espérer, de toute manière. Oui, enfin, je pense que pour Tobias Harris, pour moi, faut soit le prolonger, soit l'échanger peut-être contre 2 joueurs, tu vois, je sais pas moi, Terry Rozier, Gordon Hayward, tu vois, enfin, quelque chose comme ça, tu vois, ou 2 joueurs où l'argent peut encore un peu bouger, parce qu'en fait, le truc avec Tobias Harris, c'est que si tu le perds lui aussi, hein, parce que si je suis Tobias Harris et que Indiana me fait les yeux doux, moi j'y vais. Moi j'y vais parce que j'aurais peut-être un rôle plus intéressant pour moi et je pourrais peut-être potentiellement plus m'épanouir avec un ball handler comme Tyrese Haliburton. Du coup, se pose la question de ok, d'un point de vue rétention, si tu es Philly, tu perds Tobias Harris. Tobias Harris, certes, sa valeur terrain par rapport à son contrat, elle est négative. Par contre, il a quand même une bonne valeur terrain. Donc, faut quand même le remplacer, Tobias Harris. Et du coup, trouver un joueur à l'aile, on va dire, moyen plus, ça coûte quand même cher. Parce que je sais pas si vous allez parfois sur Spotrac et vous regardez les salaires des gens à l'aile, c'est le max. Le max, quand tu prends le top 10,
C'est le max, le max, le max, le max, le max, le max, le max. Juste à ça, je dirais juste un truc, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'un joueur plus fort que Tobias Harris, tu as besoin, à l'aile en tout cas, tu as besoin d'un joueur mieux adapté, peut-être aussi. Parce que l'un des problèmes, moi je trouve que c'est un problème, Tobias Harris a fini. Parce que c'est un joueur qui cut pas beaucoup, c'est un joueur qui est meilleur en disons, deuxième ball handler, troisième ball handler, là, la balle, il l'a très peu aussi. Aujourd'hui, Tobias Harris, tu t'en sers pour faire du catch and shoot, et disons que ça reste un honnête défenseur en premier tour de playoff. Après, il se fait trouer en défense, c'est pareil. Donc, à un moment donné, en fait, le bon Tobias Harris, celui qui marque 18-20 points par match, t'en as pas vraiment besoin à Philadelphie. En tout cas, dans le roster de l'année dernière, t'en avais pas forcément besoin. T'aurais eu plus besoin d'un joueur moins fort en attaque, mais qui est plus équilibré dans son rapport attaque-défense que d'un Tobias. Donc c'est aussi ça, c'est pas qu'une question de salaire en l'occurrence. Et pourtant j'ai beaucoup défendu Tobias Harris, qui j'aime beaucoup, qui est un bon joueur, mais qui a aussi ses limites peut-être dans le contexte Philadelphie en l'occurrence. Est-ce que Tobias Harris, t'as pas envie de lui faire une prolongation type Harrison Barnes cet été, à savoir 54 millions sur 3 ans? C'est-à-dire que perso, oui. C'est-à-dire que moi je dis au lieu d'avoir. Moi je dis non parce que on voit que ça marche pas. On voit que ça marche pas. Ouais, ça marche pas, mais quand tu te retrouves contre Boston ou Miami ou Milwaukee à un moment donné dans les hautes sphères de la conférence Est, Tobias Harris en défense n'est plus jouable en fait. Ouais, mais c'est une réalité. Quels sont les joueurs que tu peux échanger contre Tobias Harris qui sont capables d'être sur le parquet à ce moment-là? Je dis pas que tu auras meilleur. Je dis que l'intérêt c'est peut-être plus à moyen terme justement de faire bouger l'argent, de casser son contrat en 2, encore mieux en 3 joueurs, et de travailler pour le futur à récupérer ce joueur d'une manière, peu importe comment. Peut-être que tu auras récupéré des pics aussi au bout d'un moment, même si c'est un peu compliqué parce que les protections risquent de nous empêcher d'avoir nos pics pendant longtemps. En tout cas, il y a toute cette réflexion qui entre en compte. Et bon, après, on a peut-être fait un peu trop sur Tobias Harris, je pense, pour parler cap space, mais c'est vrai que c'était un sujet intéressant. Après, James Harden, c'est un peu plus simple. Évidemment, si James Harden ne veut plus jouer à Philadelphie, il faut le transférer, et peu importe ce que tu en récupères, même si tu espères récupérer le meilleur asset possible. On voit que Daryl Morey est plutôt têtu, et parfois il a raison parce qu'il a justement récupéré James Harden contre Ben Simmons en étant têtu, et des fois ça marche, mais peut-être que c'est un peu plus risqué, disons, avec James Harden qui lui va venir au camp d'entraînement, mais dans quelles conditions? C'est plutôt comme ça que ça risque d'être problématique. Au niveau de revenir sur le cap, encore une fois, cette peur de perdre le joueur contre rien. Et pour moi, il y a deux exemples où, dans l'utilisation du salary cap, il y a le fait que les équipes soient bloquées. Pour moi, ça fait que au niveau de la free agency, tu as un changement de paradigme, puisque je vais prendre 2 exemples. Et là, c'est pas clair, mais vous allez comprendre. James Harden, il veut les Clippers. Il sait qu'il n'aura pas les Clippers via la free agency. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa player option. Et je vais prendre un autre exemple, c'est le cas de Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis, on se disait, il allait être free agent, il n'allait pas prendre sa player option, il allait tester le marché. Sauf qu'il n'y avait pas d'équipe qui était réellement intéressante pour Kristaps Porzingis, qui avait du cap space. Qu'est-ce qu'il fait? Il est échangé à Boston, il prend sa player option, il signe l'extension dans la foulée. Ça, c'est des trucs, il y a 4-5 années de cela, tu ne voyais pas ce genre de situation parce que tu avais plus d'équipes potentiellement avec du cap space. Mais comme là, tout le monde est un peu bouché, et ça fait que tu as d'autres moyens de récupérer des joueurs en utilisant une partie de ton cap space, et ça délaisse encore une fois la free agency. Mais il y a cette peur de perdre le joueur contre rien du tout. Alors que Washington, ils n'ont pas récupéré un trésor de pics hallucinant pour Kristaps Porzingis. On verra pour le trade de James Harden, c'est un autre cas de figure. Mais en tout cas, ils ont récupéré quelque chose contre ce joueur qui n'est pas parti pour rien du tout. C'est aussi parce que les bonnes équipes, encore une fois, sont bouchées financièrement. Et on arrive du coup avec le nouveau CBA à un moment où les bonnes équipes vont être obligées du coup de s'affaiblir en talent, tout simplement parce que les règles de la première et de la seconde apron t'impliquent. Vu que c'est plus uniquement de l'argent que ton propriétaire doit payer, ça touche aussi à tes mécanismes de construction d'équipe et des assets que tu as pour, on va dire, pérenniser ton équipe. Ça devient plus tenable et tu as des salary dump
Par exemple, dans le cadre de, par exemple, Jordan. Alors oui, c'est vrai que l'affaire Jordan Poole, il y a des antécédents, on va dire, hors terrain. Il y a du hors terrain qui fait que c'est logique. Mais, tu vois, enfin, avoir un joueur comme ça et limite le salary dump. Alors, on va me dire, oui, c'est contre Chris Paul, mais oui, c'est un salary dump, hein, je suis désolé. C'est un salary dump, le Jordan Poole. Bah, du coup, ça te fait quand même te poser des questions sur des équipes qui, normalement, tu vois, on aime bien dire les actes avant les mots, comme on l'a dit sur les proprios qui, au final, disent qu'ils sont prêts, mais ne paient jamais la taxe. Ben, en fait, normalement, les actions d'équipes comme, par exemple, les Clippers ou même, comment il s'appelle, même Golden State, ça aurait été de maintenir la payroll la plus haute possible et ne pas perdre en talent, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est le terrain et pas le financier, et avoir la meilleure équipe possible sur le terrain. Sauf que ces équipes-là ont fait des choix financiers désormais qui vont à l'encontre de ce qu'ils auraient dû faire normalement en tant que contender normal à cause de ces règles de la première et de la seconde apron, tout simplement parce que c'est plus possible pour eux d'avoir un payroll aussi haut. Quand tu vois par exemple les Clippers qui perdent Gordon, qui re-signe Plumlee, mais bon, tu vois, qui récupère KJ Martin aussi dans le deal, qui prennent un joueur quand même jeune, qui est pas, tu vois, c'est une équipe qui, on va dire, potentiellement un peu moins forte. Après, tu me diras, faut voir avec Kawhi et tout ça, mais c'est une équipe qui est potentiellement un peu moins forte que l'an dernier et qui, du coup, qui est obligée d'aller se mettre sur le marché pour remonter pour un gars comme James Harden. Et quand tu vois, par exemple, les Warriors qui, eux, ont un payroll très, très, très élevé et qui, du coup, ne gardent pas, alors oui, ok, on revient sur cette histoire de Draymond Green, de Jordan Poole, fallait choisir machin. Mais d'un point de vue terrain, l'équipe est meilleure quand les deux sont dans l'effectif. Et du coup, il le récupère pour, allez, on va dire un Chris Paul grimaçant. Alors oui, Chris Paul, tu vas me dire, Chris Paul est un meilleur joueur que Jordan Poole, on va dire d'un point de vue est très sec, mais enfin, on va dire que Chris Paul est un joueur beaucoup plus stable que Jordan Poole dans la performance. Voilà. Voilà. C'est un joueur beaucoup plus stable. Et tu sais ce que tu vas avoir de Chris Paul. Il y a moins d'upside du coup du côté de Chris Paul qu'il peut y en avoir par exemple du côté de Jordan Poole. Mais Chris Paul, c'est aussi un salary dump. Et puis on en revient, pardon, excuse-moi, mais on en revient à ce que tu avais dit pour Toronto, c'est que Chris Paul est un contrat expirant, mais quand il n'y aura plus le contrat de Chris Paul, ils seront quand même au-dessus du cap, donc ils ne pourront pas se renforcer. Donc ils auront perdu le Jordan Poole pour libérer du cap. C'est pas un move sportif, c'est un move on paye trop de taxes et avec la seconde apron, on va être pénalisé. On fait une année où on garde le contrat de Chris Paul, on le prolongera pas. Du coup, on aura le contrat de Jordan Poole en moins, mais sportivement, ce sera affaibli. Tu vois, pour moi, c'est même pas sûr. Pour moi, hein, en tout cas, après, je sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, Chris Paul, c'est quelqu'un qui est en transition. À la trade deadline, je pense pas que Chris Paul sera encore un joueur des Warriors. C'est possible. Mais après, le contrat expirant, peut-être que, je sais pas. Est-ce qu'ils vont vraiment échanger Chris Paul contre d'autres contrats sur plusieurs années? Parce que du coup, ils reviendraient sur la même problématique que s'ils avaient conservé Jordan Poole. Alors, peut-être un autre contrat expirant, mais qui a plus de valeur, tu vois. Ouais, peut-être. Parce que tu es tellement haut dans le cap avec Golden State qu'il va falloir liquider plus que Chris Paul, je pense. L'idée, c'est de sortir de la seconde apron. On en a beaucoup parlé dans la pastille, justement, CBA. On a beaucoup, sur la seconde apron, on a beaucoup parlé des Warriors et des Clippers. L'idée, c'est de sortir la seconde apron. C'est comme l'a dit Tom, c'est surtout le terrain qui prime, c'est-à-dire de pouvoir avoir le minimum d'ajustement possible quand tu n'es pas dans la seconde apron, parce que quand tu es dans la seconde apron, tu ne peux plus faire grand-chose. Et mine de rien, il y a un autre contre-exemple, à contre-courant total actuellement de la NBA, c'est les Phoenix Suns qui ont décidé de faire un all-in. Alors, comme on l'a dit aussi dans la pastille, tu as le droit de faire un all-in en vérité, dans le sens où tu considères qu'avec cette équipe, tu vas aller au titre, ou en tout cas, tu n'en seras pas très loin. Si tu le considères, pourquoi pas, ok, tu t'es plutôt pas trop mal débrouillé, en tout cas, à aller chercher les minimum vets. C'est tout ce que tu pouvais. En tout cas, c'est dans ce que tu pouvais faire, je trouve que tu t'es pas trop mal débrouillé. En tout cas, l'avantage finalement, c'est que tu as un attrait parce que tu as une équipe justement contender de facto parce que tu as trois méga stars. Du coup, il y a ce choix qui a été fait par Phoenix, mais effectivement, peu de gens ont l'air de le faire. Et j'ai envie de dire, je pense que Steve Ballmer, propriétaire des Clippers, aurait pu le faire. Je pense qu'il hésite à le faire parce que ces deux stars
sont des joueurs beaucoup trop injury prone pour qu'ils se disent je fais all-in. Il fait déjà all-in quelque part depuis plusieurs années. Je pense qu'il se dit il va falloir quand même limiter la casse parce que c'est pas du tout sûr qu'on aille au titre, pas parce que j'ai pas le talent dans mon équipe, mais parce que ça se trouve ils seront pas là ces joueurs au moment de jouer les playoffs et de jouer les joutes importantes. Donc c'est là où justement on se demande un petit peu quel sera le futur. Est-ce que des joueurs vont retourner à la free agency? J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que des méga stars vont retourner à la free agency et quand? Alors, juste pour être complètement précis sur Golden State, parce que sinon je me ferais taper dessus, Klay Thompson est aussi free agent l'été prochain. Mais même si il renonçait au cap hold de Klay Thompson et de Chris Paul, il n'aurait que 18 millions de cap space, donc tu n'aurais aucun renfort sportif. Après, quels seront les prochains joueurs à retourner sur la free agency? Bah déjà, on se doute que l'été prochain, il y aura un petit numéro 23 qui va retourner sur la free agency. Mais en fonction d'où va atterrir son fils, bah en fait, il va pas vraiment y avoir de marché pour lui. Ce sera juste l'équipe qui aura drafté Bronny James, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ensuite, si on parle vraiment de superstars, est-ce qu'on parle de quoi? De joueurs présents dans le DH20, de joueurs All-Star? Enfin, c'est difficile. Des joueurs DH20 qui sont pas sécurisés sur 3 ou 4 ans, il y en a peu finalement. Voilà, je vais prendre un exemple, les Devin Booker, les Kevin Durant, les Joel Embiid. Il y a le cas, même Luka Doncic est sécurisé sur plusieurs années. Il y a le cas Giannis qui commence un peu à faire TikTok, mais qui a encore 2 années de contrat, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier l'information. Je crois que c'est 3 et que l'été prochain sera 2 ans, avec une player option. Je vais vérifier l'information en même temps que je parle. Mais des joueurs qui sont très hauts dans le DH20, ou même des joueurs qui sont présents dans le DH20, il reste 2 années de contrat à Giannis, plus une en player option, donc il reste 2 années de contrat à Giannis. Voilà. Mais après, des joueurs dans le DH20 qui seront réellement disponibles en tant que free agent, ces prochaines années, il va pas y en avoir tant que ça. Donc, il n'y aura pas de chamboulement pour moi de la free agency, de par les extensions de long terme qui ont été signées les joueurs, et par le fait que les joueurs décident de plus en plus, notamment avec le cas Lillard, de choisir la franchise dans laquelle ils veulent, et que les franchises dans lesquelles ils veulent aller n'ont pas le cap space pour les signer en tant que free agent. Et puis dernier point, pour te compléter, Constant, le salary cap, il va pas exploser à la signature des nouveaux droits télé, puisque on a vu que dans le dernier CBA, l'augmentation définie sera de 10%, pas plus, pas moins. Donc du coup, quand tu as 8% d'augmentation annuelle dans les gros contrats, on va dire dans les contrats type contrat max, au final, même si le salary cap il augmente de 10%, au final, tu es quand même indexé. Donc t'as pas besoin de retourner vraiment sur le marché pour tu vois à 2% près quoi. T'es pas obligé tu vas pas faire de plus 1 de contrat court. Après je me dis que ça aussi dans la construction des contenders, ça a aussi changé le jeu, puisque comme on l'a dit, il y a de moins en moins de stars qui changent via la free agency. Donc du coup, les équipes doivent utiliser que du cap space pour les signer. Et là, l'équipe doit utiliser des assets pour les récupérer, des assets qui sont plus disponibles quand le joueur est là. Et du coup, tu te retrouves avec des effectifs qui sont imparfaits et durs à corriger, tout simplement parce que tu n'as plus rien en magasin pour pouvoir aller récupérer d'autres pièces. Alors que quand tu montais, on va dire, ton équipe de contender uniquement, par exemple, t'avais 2 joueurs qui étaient déjà chez toi et t'allais chercher juste le dernier entrée, ou dis-moi, t'avais un joueur chez toi, t'allais chercher un entrée et tu récupérais un à la free agency, il te restait quand même des munitions, puisque c'est depuis le trade de Paul George que ce qui est demandé pour les joueurs à l'NBA, c'est irréel. C'est irréel. Quitte à avoir maintenant des 4 picks refusés pour Mikal Bridges, des 3 picks refusés pour OG Anunoby, des choses comme ça, quoi. Des 3 picks envoyés pour des jeunes Témérés. Enfin, voilà. C'est dans le monde dans lequel on est. On va même pas parler de Rudy Gobert. Mais ouais, et du coup, avec cette augmentation fixe du salary cap, pour moi, il y a un point qui est sous-estimé, c'est la différence de pourcentage dans le cap que prennent tes superstars en fonction des équipes. Ouais. Parce que ça, c'est intrinsèquement pas un reproche ou une qualité que tu peux donner au GM, c'est les joueurs sont signés au max, au max. Entre les joueurs, je vais prendre l'exemple typique, entre un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander, qui a été signé au max et qui n'a pas eu le super max, et comme il est que dans son second contrat, il ne prend que 25% du salary cap. Et un joueur comme
Damien Trae Trae Young, oui, ou un joueur comme, je pensais plus à un joueur comme Damien Lillard, des joueurs qui sont dans leur 3e, 4e contrat, qui du coup, de par leurs années d'expérience, peuvent prendre une marge plus importante sur le salary cap. Bah, 35%. ouais, 35%. Bah, je crois que même Lillard, il a plus de 35% sur Oui. sa future extension. Il doit être à 38%. Enfin, voilà. Bon courage les fans du 8 quand même si voilà, c'est un sacré renfort. Mais ces 10% en fait d'écart, il n'y a pas l'écart de niveau entre ces deux joueurs ne vaut pas 10% du salary cap. Par contre, ces 10% de salary cap peuvent te permettre d'insérer un joueur comme Lugensdorf, par exemple, un joueur comme Kenrich Williams. Je prends des exemples de Casey, excusez-moi, mais des joueurs, des role players qui peuvent pas faire la différence, mais qui peuvent t'aider et aider la superstar à être meilleur que celui d'en face parce qu'il y a ces écarts-là. Et du coup, je trouve que c'est un point qui est un peu sous-estimé, c'est combien ta superstar prend du cap et le fait qu'entre les superstars et entre leurs années d'expérience, il y a une marge et cette marge peut être compensée non pas par le niveau mais par la qualité d'autres joueurs. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, je me posais une autre question sur peut-être pas les superstars, mais est-ce que la seconde apron ne va pas offrir une belle excuse aussi au front office pour ne pas offrir des contrats type Bradley Beal récemment, justement? Est-ce que avec la seconde apron aujourd'hui, tu peux être Washington et sortir la bonne excuse devant tout le monde? Non, Bradley Beal, on te donne pas ce contrat mirobolant parce que qu'on a peur d'aller dans la seconde apron. Et du coup, est-ce que ça pourrait mener ce type de joueur, je pense par exemple à des joueurs comme Pascal Siakam, ce genre de choses, à se retrouver sur à se retrouver sur la free agency, c'est-à-dire pas les méga stars, mais quand même des joueurs déjà plus intéressants que ce qu'on a vu récemment dans les free agency. Franchement, je sais pas trop, dans le sens où, encore une fois, tu vois, Bradley Beal, ce n'était pas un contrat super max. Bradley Beal, c'est un contrat max pour un vétéran qui a plus de 10 ans d'expérience, tu vois. Et lui, il a bien joué le truc où il prenait à chaque fois, tu vois, 2 ans par-ci, 3 ans par-là pour arriver justement aux 10 ans d'expérience. Une fois qu'il est aux 10 ans d'expérience, ben là, c'est, la banque est ouverte, là. On a le 35% du cap, 8% d'augmentation et puis YOLO, quoi. Donc, je pense pas que, tu vois, parce que Siakam aussi, il y a un enjeu dans le sens où si Pascal Siakam, il est All-NBA ou défenseur de l'année, il devient éligible au Supermax. Donc lui aussi, il a tout intérêt, il a tout intérêt à rester à Toronto. Et Toronto aussi peut se dire que de toute façon, nous, on a non seulement on a l'option Supermax, il devient éligible, même si je sais pas à quel point c'est viable d'avoir Pascal Siakam sur un contrat Supermax pour une équipe comme Toronto. Et deuxièmement, tu peux te dire qu'il y a toujours la fameuse 5e année que tu peux lui proposer. Et vu l'âge de Pascal Siakam, avoir une 5e année, même si d'un point de vue annuel, il gagne, par exemple, il va peut-être gagner moins annuellement sur 4 ans en signant au max ailleurs. Alors que si il a un contrat sur 5 ans, vu son âge déjà peut-être avancé pour les joueurs NBA et pour un joueur qui sort de qui va sortir de son 2e contrat, au final, ça peut faire sens pour lui de signer 5 ans plutôt que 4. Je pense que ce sera plus sur les role players plus que va y avoir un réel débat. Je pense à ce range, Tyler Hero, Jordan Poole, même si en Fernie Simons, il a pris un peu moins cher, mais dans ce range de joueurs-là, qui sont pas des max, mais qui en même temps sont des joueurs que tu as quand même envie de payer. Pour moi, je pensais que Desmond Bane, il était dans ce range-là. Peut-être un peu plus, un peu plus, quand même. Mais Desmond Bane, j'avais quand même du mal à voir les Grizzlies lui proposer un max. Bon, ils lui ont proposé un max. Ça dépend de la franchise que t'es aussi, je pense. C'est-à-dire comment le joueur s'inscrit dans le projet de ta franchise, le contrat que tu proposes finalement. Alors, moi, je trouve que ça a du sens à Memphis. Mais je dis pas que ça a pas de sens, mais je dis juste que avec ce nouveau CBA, je pensais pas que les Grizzlies allaient proposer un max sur Desmond. Je dis pas que le joueur n'a pas le niveau d'un Jordan Poole ou d'un Tyler Hero. Il est meilleur que ces joueurs-là. Je pensais pas qu'ils allaient lui offrir un max. Et après, il y a des questions qui se posent sur des équipes. Je vais prendre encore une fois, puisqu'on parle d'OKC, pour une fois, on parle d'OKC. Je vais prendre l'exemple de Josh Giddey, par exemple, qui n'est pas un joueur max, mais qui, de par son niveau, tu te dis, il a quand même une certaine valeur et tu vas vraiment avoir des problématiques de te dire, tu as d'autres joueurs à prolonger et avec le nouveau CBA, qu'est-ce que tu peux proposer à un joueur là? Parce qu'avant, tu n'avais que une malle financière à payer, finalement. C'est ce qu'a très bien dit Tom. Tu n'avais que de l'argent à payer. Là, ça vient t'handicaper sportivement. Donc, il faut réfléchir à 2 fois. Je pense que, encore une fois, bravo à CJ McCollum, mais pour les stars, les superstars, ça va rester pareil.
pour les joueurs qui touchent moins et qui ne sont pas des stars, ça va devenir plus compliqué. J'ai envie de te dire oui et non parce que tu vois, on a eu le cas de Jacob Poeltl, le cas de Jeremy Grant, où tu vois, ce sont des joueurs ou même de Nick Vucevic au final, qui sont des joueurs où on va dire qu'ils sont dans la moyenne, on va dire plutôt haute à leur poste et qui sont quand même payés alors que bon, enfin, si tu veux, on n'est pas non plus non plus, tu vois, super max, mid-level, tu vois. Il y a quand même un entre-deux. Et je pense qu'un joueur qui pourrait faire le baromètre pour ça, et notamment par rapport aux extensions rookies, pour moi, ça va être Jaden McDaniels. Je pense que lui, il peut faire le baromètre sur ces fameux joueurs qui sont pas forcément des stars, mais qui, on va dire, qui sont importants dans la construction de ton équipe et du coup qui peuvent potentiellement devenir des two-way players, tu vois. Je pense que Jaden McDaniels et Emmanuel Quickly, va falloir surveiller les extensions. Quickly aussi, oui. Va falloir surveiller les extensions, mais après, en fait, le problème que j'ai avec Jakob Poeltl et Vucevic, c'est que c'est la théorie des pivots. Et en fait, pour moi, c'est une autre catégorie, c'est les pivots qui sont entre deux, c'est-à-dire ceux qui sont à moins de 10 millions de dollars, mais ceux qui n'ont pas le niveau pour être au max. Et du coup, j'ai du mal à comparer ça aux autres postes, à calibrer la valeur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, voilà. Ok, est-ce que on a déjà fait très très long, donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet? Une dernière chose. Franchement, pas vraiment. Après, peut-être une ouverture sur potentiellement le futur. Est-ce qu'on pense que, ça va toujours rester comme ça? Comme t'as dit, hein, la classe des role players va être à surveiller. Et en même temps, je me dis, est-ce que au final, le cap space, un peu comme potentiellement la drive, ça va pas devenir des outils un peu surcotés par rapport à la façon de construire ton effectif aujourd'hui? Alors la draft, je sais pas si c'est surcoté pour construire ton effectif, mais ça dépend. Ça c'est un autre débat, mais. Ok. On aura l'occasion de. On aura l'occasion. Ça c'est un bon sujet d'ailleurs. La draft comme construction de ton roster, quel est vraiment l'impact? Mais non, je pense qu'on va arriver dans une situation où, comme tu n'auras plus de cap spike, comme tu as eu le cas d'explosion pour franciser, d'explosion du salary cap comme tu as eu en 2016, avec des équipes qui vont être bouchées au niveau de leur cap space, au niveau de leur payroll, tu vas avoir de plus en plus, pour moi, de sign and trade. Tu vas avoir de plus en plus d'équipes qui ingèrent des contrats, ou les équipes qui vont ingérer des contrats, donc des équipes qui ont du cap space, vont prendre des contrats au lieu de prendre des free agents. Et je pense que la classe de free agents, chaque année, va s'appauvrir un peu plus, et qu'on sera beaucoup plus dans une optique de trade, et qu'au lieu je pense que le futur, c'est pas d'avoir du cap space, c'est d'avoir des assets pour faire des trades. Je pense que avant, ce qu'il fallait, c'était de l'argent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des pics de draft. Eh bien, c'est une très belle conclusion. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'espère qu'on a été assez clair sur le sujet. Je vous remercie, les gars, de m'avoir accompagné pour ce podcast qui est pas évident. J'espère que on a donné envie aux gens de s'intéresser un peu plus au sujet. D'ailleurs, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, très important, d'aller faire vos votes du DH20 en répondant au questionnaire sur le Twitter de Dunk Hebdo. Tyrese Haliburton en 3. Profitez-en d'ailleurs pour nous lâcher un follow si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve bientôt avec plein de belles choses encore cet été. Il y a des Dunk & Friends, il y a des sujets théoriques, etc. En attendant, la grande messe annuelle du DH20 à la rentrée. Voilà. Merci les gars. À très vite pour de nouveaux épisodes. Salut. Salut. Salut.